fais de la musique dans la grande catégorie du métal, puis je chante, en parenthèse, crie. Puis oui, à chaque fois, j'avais hâte d'aller pratiquer avec ma gang. Ça aidait. Ça faisait pas partir toute mon anxiété puis tout comment je pouvais me sentir, mais ça donnait un sacré coup de main. Ouais. C'est extrêmement épeurant. Ça m'avertit que je vais mourir. Il y a une partie du cerveau qui fait « arrête, là, relax, garde, tu fais juste une crise de panique, t'en as 1200 derrière toi, là, il y en a pas de problème. » Puis il y a une partie du cerveau qui fait « mais non, là, c'est un peu différent, je me sens pas bien pour vrai, là, je vais mourir pour vrai. » Il n'y a pas de chemin facile à la guérison. C'est un effort constant puis une attention de tout instant. Ma maladie mentale, j'appelle ça, tu sais, gérer mon dragon. C'est un tough. Mais j'ai une tête de cochon. Le premier souvenir que vous avez d'anxiété sérieuse? Si on parle d'anxiété vraiment comme crise de panique, parce que l'anxiété, au fond, on sait pas qu'on a ça. On est nerveux, puis toute ma vie, j'étais comme ça, mais je le savais pas. Mais vraiment, une fois, je devais avoir 15 ans, au cinéma, le malaise complet, sortir du cinéma en urgence. C'est le gars du cinéma, je me souviens, tu sais, d'être dans ses bras comme ça, qui va me porter à ma mère. Ma mère m'apporte à l'hôpital. Les médecins, pas trop inquiets, disent « Bon, ben madame, votre fille a fait un choc vagal. » Mais des malaises comme ça, ça a été le premier d'une longue série que je pourrais même plus compter aujourd'hui, tellement il y en a eu, en fait. Là. Des malaises récurrents. Aller voir ma mère. Maman, ça j'étais vieille, là, tu sais, maman, ça va pas, je file pas. Puis il y avait pas de mots, c'était juste ça va pas, tu sais. Je me couchais à côté d'elle, elle me flattait le ventre, à un moment donné, ça passait, tu sais. La catastrophe, si je peux dire, là, j'étais en Europe avec mon conjoint de l'époque et je me suis mis à me sentir mal en permanence. Des vertiges, des étourdissements, des symptômes là, vraiment d'humeur vers le bas. Pas se sentir bien, pas se sentir compris, sentir... c'est très, très particulier. C'est des symptômes nébuleux. Là. J'avais l'impression que j'étais recouverte d'une cloche de verre puis qu'il y avait un voile entre moi et la réalité. Au retour d'Europe, c'était comme si j'étais en crise de panique 24 heures sur 24. Moi, j'étais très gênée de ça. Pourtant, j'avais plus 12 ans, là. Tu sais pas, ma maman, j'ai mal à la jambe, là, on peut te faire quelque chose. C'est comme... On dirait que j'ai quelque chose dans ma tête qui va pas. Fait qu'on a passé un scan au cerveau, puis Là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, ça y est, j'ai une tumeur, j'ai quelque chose. Et finalement, le scan, il sort, puis il est beau, là. Mais là, ça va pas. Il y a personne qui me dit ce que j'ai. Je vais pas mieux. De jour en jour, c'est pire. Je suis dans la peur de mourir. Je me sens pas... même dans mon corps, je me sens pas... Je me sens en train de m'éteindre. Vous avez fait partie du même band, vous autres? Oui, exactement. Pendant combien de temps? 6 ans? 6 ans, ouais. Puis là, maintenant, vous êtes encore ensemble dans un nouveau band. Eh ouais. 2 même. 2 autres, c'est vrai. Ouais, il y en a un qui est... Les enfants sont nés, on était censés ralentir. Comme... Ouais. On a raté notre coup. Puis dans ce temps-là, Philippe, ça a été une période plus difficile. Il y a eu des épisodes ouais. dans les 6 ans où ce que c'est arrivé, c'était pas comme toujours, tout le long, mais ouais, il y a eu certains moments, là. De côtoyer Philippe avec la franchise qu'il a et ce qu'il vous a raconté, est-ce que ça a changé votre perception de ce qu'est une personne anxieuse? Qu'est-ce que c'est une personne anxieuse pour vous? D'abord et avant tout, quelqu'un de particulièrement sensible. Quelqu'un de plus
susceptible au stress, je dirais. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais moi, sous pression, en général, ça me met dans un état plus positif, quasiment. C'est ça, exact. Je serre les dents, puis je fonce par « ouais, let's go ». Tandis que là, une personne anxieuse, elle, va saisir un paquet de choses qui va la surcharger au niveau émotionnel, finalement. C'est comme énormément de choses qui tombent sur tes épaules. C'est facile de rationaliser en disant, ben là, comme, pense-y pas. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous faites de la musique, est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'anxiété, ça? Bon, tout à fait. Ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est comme n'importe qui crierait, genre, ça fait ressortir quelque chose. Puis c'est très primal, là, comme... Consumer cette émotion-là au lieu de juste de l'avoir, genre... Tu sais, dans des moments anxieux, ben je me mettais dans un état de... mot t'as dit, tu sais, de fâcher son plaisir. Moi, j'ai un état de stress post-traumatique. C'est des traumas qui proviennent de l'enfance où j'ai été exposé à de la violence physique et des abus sexuels. À ce moment-là, quand j'étais enfant, j'ai vraiment eu peur, moi puis ma mère, de mourir des sévices que, tu sais, on a subis. J'ai l'air bien correct comme ça, là, mais quand ça va pas, tu sais, comme ça va pas, là. Dans les pires moments, là, tout ça, c'est vraiment l'isolement, là, comme dans la cave, couché sur mon matelas en regardant le plafond. Puis ça a déjà duré 4 journées entières. Ma femme passait de temps en temps pour voir si je respirais tout le kit. Là. Des temps aussi longs, là, 72-96 heures, c'est peut-être arrivé une quinzaine de fois dans ma vie. Là. Un chemin aisé pour composer avec la maladie mentale, étant donné qu'il y a une souffrance associée à ça. Moi, le chemin facile que j'avais utilisé, qui est une mauvaise stratégie, c'est la consommation d'alcool puis de drogue. À un moment donné, ta consommation va accentuer tes symptômes. Tu vas tomber dans une spirale de dégradation. Ça va de pire en pire, tes symptômes sont de plus en plus forts. Plus que c'est fort, plus tu te désaffiles, plus que tu consommes, plus que tu t'auto-détruis. Et, à un moment donné, par l'épuisement de l'anxiété, tu bascules dans la dépression. À la longue, de vivre avec un état de stress post-traumatique, c'est sûr que ça a des impacts au niveau de mes relations interpersonnelles, au niveau de ma parentalité. J'ai une petite fille de 8 ans, ma parentalité, ma conjugalité avec ma femme, mes relations amicales, une panoplie importante de bizarreries au niveau des relations de travail. Alors, ça veut dire que votre anxiété, elle est très, très forte et très handicapante aussi. Elle a bousillé, en tout cas, une partie de votre vie. C'est une grosse aventure puis une grosse quête qui, à date, dure 46 ans. Là. Je vais te lire une histoire. Viens t'asseoir, là. Mais ça, c'est-tu une histoire, là, que... C'est-tu tes livres de l'école? Oh oui, c'est mes livres. Ben ça, c'est un livre de la bibliothèque. C'est bien passé. Là, j'aimerais ça, Aurélie, là, que tu me lises ton histoire, mais quand tu lis, tu sais, lis tranquillement, puis fais de l'intonation. L'anxiété, ça peut être 3 choses. Hein? Ça peut être un état, un trait ou un désordre. Tout le monde peut avoir un état anxieux. C'est absolument merveilleux et parfait. Vous avez un gros examen demain pour votre examen final. Je vous souhaite d'être un petit peu anxieux. Tu peux stresser, même un petit peu anxieux. Pourquoi? Bien, si vous êtes assez anxieux, vous allez étudier la veille au lieu de sortir. C'est déjà pas si pire. Et vous allez être assez vigilant, réveillé le lendemain, etc. Une fois que l'examen est terminé, votre état anxieux va s'en aller. C'est parfait. L'anxiété peut être aussi un trait. Dans ce cas-ci, c'est un trait de personnalité. Vous avez une personnalité de type anxieux. Vous mettez des drapeaux rouges partout. Vous prenez pas de chance au cas où.
Hein? Et donc, là, vous allez voir dans le futur, 4-5 jours d'avance, etc. Ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement bien organisé. On n'a pas un problème de santé mentale, là. Non, pas du tout. Vous avez une personnalité de type anxieux. Mais cette personnalité de type anxieuse-là peut devenir un désordre, peut devenir un problème. Vous voyez tellement, vous mettez tellement de drapeaux rouges partout que là, vous commencez à avoir des menaces là où il n'y en a plus. Vous êtes rendu, vous ne regardez pas 2 jours d'avance, mais 2 ans. Et là, devant l'amoncellement des choses qui pourraient arriver, vous manquez de souffle. Et là, vous allez devoir peut-être consulter. L'anxiété, c'est un moteur dans la vie. Ça en prend un petit peu, là. C'est de distinguer quand ça devient un trouble anxieux. C'est-à-dire que ton anxiété est basée sur des choses qui, normalement, ne devraient pas rendre les gens anxieux. Les gens qui ont une phobie, mettons, de traverser un pont, c'est pas parce qu'ils ont peur que le pont tombe. Ils ont peur de comment ils vont se sentir sur le pont. L'anxiété qui est pathologique est envahissante. C'est pas de l'anxiété qui est là 2 fois un petit peu puis qui est pas là. La personne va avoir une détresse par rapport à ça, va finir par avoir une souffrance à cause aussi des fois de la rumination. Puis là, tu dors plus puis tu te fais des scénarios. Quelle forme ça prend? Quand on parle de troubles anxieux, là, il y en a une bonne variété. Hein? Oui, grosso modo, les prototypes, là, on a le trouble de panique, avec ou sans l'agoraphobie. Ensuite, il y a le trouble qu'on appelle l'anxiété sociale, où là, l'anxiété ou les paniques vont survenir dans des contextes d'observation. Ça, on commence à l'observer chez les jeunes, les exposés devant la classe, puis le jeune qui est malade. Ça, c'est le journée où il doit faire son exposé oral. Puis là, il a bien mal au ventre, puis il n'est pas capable de le faire. Avant, on avait le trouble obsessionnel compulsif. Il a été mis d'une catégorie à part avec les obsessions, les rituels. Là. Tu sais, tu vas te laver les mains 50 fois, tu barres la porte, tu retournes, tu barres la porte comme faux. Puis on a l'anxiété généralisée. L'anxiété généralisée, ça, c'est l'inquiétude perpétuelle. Surtout. Surtout. Tout d'un coup que... on s'en va à telle plage, on passera pas par là tout d'un coup que je perds ma job, tout d'un coup que mes enfants consomment de la drogue. C'est tout le temps de l'espèce de rumination sur des choses très concrètes. Mais faut pas qu'il y ait de petits morceaux qui s'en aillent trop loin pour pas que le vent s'alimente. Oui, c'est des blocs Lego, ça. Moi, j'aime ça faire des jets. Moi, j'aime ça faire des gros avions. À quel âge vous avez constaté que vous faisiez de l'anxiété? Je pense que j'en fais depuis que je suis né, honnêtement. Mais vraiment, quand je m'en ai vraiment rendu compte, c'est quand je suis arrivé à Québec en 2002, à peu près. On montait à Montréal pour aller faire un spectacle avec mon groupe de musique de l'époque. Puis je pense que j'ai fait une crise de panique dans l'auto. Je me sentais pas bien, je me sentais comme... Fallait que je sorte de la voiture. Cœur qui débat, mais surtout, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'étais vraiment pas bien. Les gens qui font des crises de panique, souvent, vont arriver à l'urgence parce que ça peut ressembler aux symptômes d'une crise cardiaque. Les gens vont arriver, les douleurs rétrosternales, ils transpirent, ils étouffent, ils ont de la misère à respirer, ils pensent qu'ils vont mourir. Est-ce que ça dure longtemps, ça? Ça dure au moins une dizaine de minutes. Ce que j'ai vu dans ma pratique, souvent, la première attaque de panique, là, il y a quelque chose qui a passé de travers, mais qui n'a pas été géré. Il y a comme une émotion qui aurait dû être gérée sur le champ, mais qui a comme été mis dans le tiroir, puis tout d'un coup, dans les heures ou les jours suivants, ça ressort comme ça. J'en ai eu d'autres, des épisodes après, qui me rappelaient cette sensation-là. Puis plus ça allait, plus je me rappelle que j'avais peur d'en refaire. Fait que ça en créait, ça. T'sais. Peur d'avoir peur, là. Dans ma tête, je pensais que je devenais fou. Je pensais que j'étais en train de perdre la carte parce que on dirait qu'à certains moments, l'intensité monte tellement qu'il n'y a rien qui te rassure. Et ça se raisonne pas, ça? Non. C'est comme un sentiment d'étouffement ou une grosse oppression, mais tu sais pas c'est quoi la menace. Une de mes plus grandes souffrances, c'est presque gênant de dire ça, là, mais
la souffrance d'être seule dans ce corps-là. Me sentir seule, c'est inimaginable. C'est plus que seule, c'est coupé du monde. On peut pas infliger ça à quelqu'un, ça se peut pas vivre de même. Donnez-moi n'importe quoi, une maladie, quelque chose, c'est trop souffrant. Puis les gens, ils sont là pour toi, mais ils peuvent pas comprendre. S'ils n'ont pas vécu ça dans leur trip, mais voyons, pourquoi t'as peur, tu sais? Il y a rien, là, on est au resto tranquille. OK, mais moi, tu me dis ça, là, tu sais, je vais mourir juste là, sur place. Les gens, des fois, vont dire ben voyons, ça va passer. Puis même moi, dans ma tête, je disais ça va passer, ça va passer, ça va passer, mais juste le fait de dire ça va passer, bien, ça crée une espèce de loup, puis ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais à un moment donné, quand ta tête arrête pas de dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, tu fais comme ben voyons, ça va pas, puis pourquoi ça se mettrait à aller bien? Souvent, les gens qui font de l'anxiété se font dire par leur entourage, tu t'écoutes trop. Oui. Est-ce que ça se peut que des fois, ils aient tendance à trop s'écouter? C'est un phénomène qui est un peu normal. C'est parce qu'avec l'anxiété, souvent, se développe ce qu'on appelle de l'hypervigilance. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple des extrasystoles. Tu sais, votre cœur qui saute un coup de temps en temps, mettons. Quelqu'un qui ne fait pas d'anxiété, qui fait des extrasystoles, il ne sait pas. Quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui fait des extrasystoles, va dire « Hop, j'ai eu une extrasystole ». C'est l'hypervigilance. Je me sens un petit peu étourdi. Je suis en train de faire un ACV. J'ai peut-être la sclérose en plaques. C'est pas parce que la personne, elle s'écoute pour le fun puis pour le plaisir de s'écouter. C'est vraiment, ça vient avec l'hypervigilance de toujours être à l'affût du moindre signal à l'intérieur ou à l'extérieur qui voudrait dire danger. Et la souffrance de ces personnes-là, elle est réelle. Elle est tout à fait réelle, même si elle n'est pas nécessairement bien accueillie par les autres, là, mais elle est tout à fait réelle. Est-ce qu'on a raison de penser que l'anxiété est en train de devenir le problème social? Est-ce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus anxieuse? On vit dans une société où il y a de plus en plus de zones de chaos et de zones de non-sens. Il y a des rythmes dans la société qui ne sont pas des rythmes sains, qui ne sont pas les rythmes de la vie. Et c'est certain que nos corps répondent à ce qui est aberrant. Et on développe différentes problématiques qui ne sont pas seulement de l'anxiété, mais différents types de manifestations et de signaux qui nous indiquent que ça ne va pas. Ce que j'aime dire aux gens, c'est pensez-y. Il y a 3 siècles ou 4, nos aïeux étaient sur une terre, en arrière d'un bœuf en train de semer. Ça fait pas longtemps qu'on a construit tous ces buildings, toutes ces écoles, tous ces gens qui travaillent 8-10 heures par jour avec leur cerveau. On n'a jamais autant travaillé de la tête. Jamais. Et non seulement on travaille de la tête de 8 à 5, 8 à 4, mais les réseaux sociaux occupent cette tête-là. Il peut y avoir une surcharge cognitive. Est-ce que cette surcharge cognitive-là qu'on s'impose pourrait devenir le stresseur qui nous ramène dans cette boucle-là d'anxiété? Est-ce qu'on peut parler d'une épidémie d'anxiété? Oui, c'est facile de créer des épidémies, hein? Tu parles d'une maladie, là, nouveau, puis tu donnes un peu des explications, les critères, là, puis là, tout le monde a décidé qu'il l'a, là. L'Organisation mondiale de la santé, c'est sérieux, ça? Oui. Récemment, je voyais des chiffres, ils disaient que de 1990 à 2013, il y a eu une augmentation de 45 l'anxiété dans la population mondiale. Là, c'est pas rien, ça. Oui, mais la nuance que je dirais, c'est, je rajouterais un mot, de l'anxiété diagnostiquée. Et c'est pas qu'il y a nécessairement plus de personnes qui ont des troubles anxieux ou de l'anxiété. Souvent, les gens vont se dire anxieux quand, dans le fond, ce qu'ils vivent, c'est un stress, potentiellement chronique, mais il y a quand même une grosse différence entre le stress et l'anxiété. Quand on demande aux gens, avez-vous l'impression qu'il y a plus d'anxiété aujourd'hui qu'avant? Tout le monde dit oui. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde les données, non. Alors, c'est quoi l'augmentation qu'on a? C'est une espèce d'auto-catégorisation. On se dit anxieux. Des fois, je pense qu'on devient anxieux avec l'anxiété.
L'évolution, là, dans les 30 dernières années, si on peut dire, il y a eu d'abord un éveil aux troubles anxieux en général, dans la population en général, puis par les cliniciens. C'est devenu quasiment une mode. Il y en avait partout. Tout le monde a des troubles anxieux. Puis ce que je vois depuis plus récemment, c'est que c'est un peu banalisé. Les gens confondent des fois un petit peu tout ce qui est anxiété n'est pas un trouble anxieux. Vous avez connu Jean-François dans le Grand Nord. Oui. Vous êtes tombé en amour avec lui. Oui, puis vraiment assez rapidement, là. Ça faisait seulement 2 semaines que moi, j'étais à Coudjouec. Jean-François était déjà là avant moi. Et est-ce que, rapidement, il vous a parlé de ce qui le minait, de cette anxiété-là qu'il avait depuis qu'il avait été abusé? Oui. Ah oui, Jean-François me l'a avoué tout de suite. Tout de suite au début, là. Tout de suite les premières semaines qu'on était ensemble à Coudjouec. Après quelques mois, je me suis dit, OK, ce qui l'atteint puis le touche, c'est grave, c'est très grave. Puis, tu sais, je suis pas certaine là, d'être en mesure de vivre tout ça avec lui. Ça a duré 2 secondes là, dans ma vie que j'ai eu un doute. Puis, honnêtement, je pense que le lendemain, comme j'apprenais que j'étais enceinte, moi, la naissance de mon enfant, de ma fille, ça a été vraiment un choc d'adaptation qui a exacerbé beaucoup, tu sais, l'anxiété. Jean-François, il verbalisait tout le temps, justement, qu'il voulait quitter, qu'il voulait s'en aller parce qu'il était pas capable de se stabiliser dans la relation, dans la famille. Puis moi, je disais tout le temps, ça va bien aller, ça va bien aller. T'as pas besoin de faire ça, t'as pas besoin de partir, t'as pas besoin de quitter. J'ai vraiment tout le temps répété le même message, tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux plus jouer. Je peux rester à là. Moi, Lolo, je peux battre. Arrive, t'as mangé. Aurélie, des fois, quand elle se présente pour moi, elle arrive trop vite. Elle est trop contente, il y a trop d'énergie. Puis moi, je suis comme pas capable de contenir ou de recevoir ce flot d'intérêt-là ou d'amour pour moi. Fait que, tu sais, les 7 premières années, je l'ai beaucoup repoussé. J'avais de la difficulté à entrer en relation là, avec ma fille. La ramasse. Bonjour. Reste à toi. Décourageant. À chaque fois. Il y a encore des répercussions, quand même, Ah oui. sur votre vie de famille. Quand j'arrive dans une passe anxieuse, comme mettons la dernière, il y a 2 ans, ben c'est sûr. On dirait que tout devient compliqué, un peu. Puis là, ben, t'as l'espèce de pression. Ça, c'est quelque chose qui me donne un peu de fil à retordre, souvent. C'est ça, c'est de lutter un peu contre cette espèce d'état-là de vouloir continuer à être efficace. Quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, j'ai dit, bon, ben moi, j'aimerais ça être directeur artistique, etc. Mais quand j'ai vu c'était quoi, puis la pression, puis le stress que ça pouvait... Ben, pas que ça pouvait, que ces gens-là ont, j'ai fait, ah non, OK, ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir une stabilité, puis quelque chose qui est relativement calme quand même pour pouvoir, de un, faire mon travail comme il faut, puis de 2, ben, que ma vie en général en soit pas trop impactée. Puis j'ai trouvé ma place là-dedans. Ma blonde m'a aidé. C'est vraiment un grand soutien que j'ai de sa part. Elle trouve ça difficile, je pense, par moment, quand ça arrive. Là, c'est pas facile. Puis le fait que ça revienne comme périodiquement aussi, c'est comme, bon, encore. Ça vient quand même chambouler un peu le quotidien ou la stabilité de la famille, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais? C'est un garage. C'est pas tout le monde qui peut vivre avec quelqu'un d'anxieux, puis c'est correct.
Je pense qu'il faut respecter ça. C'est très brimant pour l'autre personne aussi, puis c'est très difficile à comprendre. On a l'impression que c'est du vent, tu sais. Ben voyons, là, tu prends ton auto, tu y vas, ou tu sais, voyons, là, tu sais, on va voir un show, c'est le fun, relax. Mais relax, mais en dedans, c'est pas ça qui se passe. En dedans, c'est je vais mourir, je vais pas voir un show, je m'en vais mourir. Ou si quand c'est pas moi qui meurs, c'est mes enfants, ou c'est ma famille. Ou... Donc, on est tout le temps là-dedans, tu sais. Puis à un moment donné, ça vient, on peut-tu passer à d'autres choses, là? Mais non, on peut pas passer à d'autres choses. Mon chum, il est très, très sécurisant. Il est patient, il attend, il m'écoute, mais il va pas faire l'affaire à ma place. Puis pour moi, c'est important, parce qu'il y a ça dans les troubles anxieux, c'est que finalement, tout le monde, j'appelais maman, j'aurais besoin de traverser les ponts, j'aurais besoin d'aller à Québec, pas de problème, ma chérie, je m'en viens te chercher. Mon chum, là, tu viendrais-tu faire ça avec moi? Tu sais, on se coussine beaucoup, là. Ça l'aide aussi, mais ça l'aide pas la liberté ou l'autonomie. Ben, moi, j'ai vécu comme 5 crises de l'employabilité. La dernière crise que j'ai vécue, c'était une crise vraiment difficile parce que c'était la première fois que je demandais une adaptation de travail. Puis il y a quand même une loi dans les milieux de travail où l'employeur a l'obligation légale d'adapter ton travail si ça ne dépasse pas la contrainte excessive. Personne ne savait quoi faire. J'ai été congédié. Jean-François, c'était un combat constant, le travail. C'était sans arrêt, c'était tout le temps des crises verbales, de plus être capable, c'est ça, de gérer le stress, l'angoisse, la souffrance. Puis là, il pouvait m'appeler 4 fois par jour, tellement angoissé, stressé. Il avait constamment besoin de moi, de ma présence, constamment. J'arrivais à la maison, il était en crise. C'était sans arrêt, sans arrêt. C'était pas viable. Alors, le jour où on lui reconnaît une incapacité, on accepte de compenser pour ça. Ça a été comme une libération, ça, qu'il puisse enfin arrêter de travailler. Totalement. Une libération, un soulagement complet. Bien, pour lui, pour moi, pour tout le monde. J'en reviens pas que vous ayez tenu le coup tout ce temps-là. Ouais, ben moi non plus, là, quand j'ai le... Mais j'ai toujours aussi quand même compris que c'était sa souffrance, que c'était pas, tu sais, lui. J'ai toujours senti que ça allait se stabiliser, que ça allait aller mieux, que ça allait... J'ai toujours cru, j'ai toujours persévéré, Degré de fatigue psychologique ça a pu créer chez vous? Pour vrai, là, on peut pas s'imaginer. On peut pas. C'est comme si ça travaille, là, les petits soldats en dedans, là, ils sont en plein régime tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que le système nerveux, il s'active, puis après, il fait juste plus jamais s'apaiser. Comme s'il y a quelque chose en dedans qui disait danger, 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 danger. Tout le temps, tout le temps. Donc, comme si les sens devenaient hyper sensibles. Tout est alerte là, au cas qu'il y aura un danger qui arrive. Là. C'est extrêmement énergivore. À un moment donné, tu viens vraiment en fatigue avec les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs. Puis c'est là que la médication entre en jeu parce que sinon, il n'y a juste plus d'intérêt à vivre. Là. Dans un monde idéal, là, une personne qui arrive avec un trouble anxieux, là, mais qui est encore quand même fonctionnel, là, on va regarder du côté psychologique ce qui peut être fait. Et puis, si, avec le traitement psychologique, on n'a pas les résultats ou la qualité de vie qu'on aurait voulu, là, bien, on peut introduire la médication. Dr Audet, il m'a expliqué un peu mieux physiquement, biologiquement un peu qu'est-ce qui arrivait, la sérotonine, etc., le débalancement. Fait que ça m'a aidé, là. Mais la médication permet de stabiliser ça. Je pense que la chose qui m'a fait le plus de bien à ce moment-là, c'est qu'il me dit « T'es pas fou ». Parce que je pense qu'à un moment donné, mon cerveau, il a focusé sur le mot schizophrène. Puis là, ça y est, moi, je suis schizophrène. Il a comme ramené ça un peu au niveau du sol, fait comme, garde, Phil, on va essayer ça, on va essayer ça. Puis effectivement, tu sais, je veux dire, avec les médications, t'as des résultats quand même
relativement rapidement. Fait que ça a fait descendre la pression, là. J'ai eu une qualité de vie. On dirait que je me disais, OK, c'est comme ça, la vie normale, tu sais. En prenez-vous encore des médicaments? Oui. Puis vous vous dites, ça va probablement durer jusqu'à la fin de mes jours? Oui, je pense que oui. J'étais une granola antimédicale qui jugeait beaucoup les gens qui prenaient la médication. Puis moi, jamais. Mais à 20 ans, moi, jamais, là, c'est facile à dire. Je me souviens, je faisais juste pleurer. Donc, ma médecin, tout de suite, elle m'a pris en charge. Et puis, elle dit, écoute, je pense que tu fais comme anxiété avec symptômes dépressifs. Mais symptômes dépressifs, quand on dort pas, puis quand on se coupe du monde, puis c'est sûr. Vous faisiez ça beaucoup, vous coupez du monde? Tu te sens tellement pas bien que tu veux pas que les gens te voient comme ça. Donc là, il n'y avait pas d'autre choix. On a commencé j'appelais ça médication lourde, là, qui était, dans le fond, antidépresseur plus anxiolytique, pour que tout de suite, dès le lendemain, il y ait quelque chose. Donc, ça l'a adouci, mais quand même, je faisais des crises. Ça se comptait en nombre de crises par jour. T'es comme mon chien. Ouais. En même temps que j'ai commencé la médication, j'ai commencé une psychothérapie. Parce que mon idée, c'était pas de prendre des médicaments à vie, là. La médication, pour moi, c'était un peu ça. C'était un épidural. C'était un petit moment où il y a un petit moment d'accalmie, on peut respirer. C'est ça. Mais moi, j'avais l'impression que c'était la fin du processus. Avec du recul, je peux vous dire que c'était le début. L'effet, mettons, recherché par une molécule, un médicament, c'est, d'une certaine façon, de te sortir la tête de l'eau, te permettre de respirer, puis de voir au large comment tu as à nager pour te rendre l'autre bord, puis l'autre bord, ça devrait être pas pire. Mais la distance de nage, c'est la psychothérapie. Avant que mon fils naisse, en fond, il va avoir 5 ans, au mois de mars, là, j'ai commencé une thérapie avec une psychologue. Qu'est-ce que t'aimerais que je fasse d'autre là-dedans? J'aimerais ça que tu fasses un bateau, là. Un bateau? Un peu. Je voulais pas y transmettre ça. Je voulais pas que ça vienne entacher un peu mon rôle de parent. On dirait qu'on le voit mieux que les petites voitures. C'est sûr. Il est bien plus gros, le porte-conteneur. Le porte-conteneur. Respire 3 fois. On fait de l'autre côté. Il y a de la mémoire dans les muscles, puis il y a de la mémoire dans les fascias. Alors, c'est très important d'aller étirer les deux. TRE, ce que ça veut dire, c'est Tension Releasing Exercise. C'est un outil qui est neurophysiologique. Et je vous dirais que l'approche qu'on utilise passe par la porte d'en arrière, passe pas par le raisonnement. On passe par la porte du corps pour atteindre des symptômes qui sont très difficilement résolvables autrement. En fait, c'est une série d'exercices qui servent à déclencher des tremblements involontaires. À partir du moment où les gens tremblent, il y a une relâche et il y a un rééquilibrage du système nerveux central. Bon, les jambes vont bouger beaucoup, involontairement, mais mes affaires, je les ressens beaucoup au niveau du visage, de la face. On dirait que ça fait remonter des mémoires qui sont cristallisées dans le visage. Puis là, c'est comme si mon corps voulait se protéger d'une attaque, mais dans un milieu protégé. Tu sais, je vis pas une attaque, là. Donc, le corps s'en va dans une mémoire, mais en même temps, il y a un état de conscience où est-ce que tu es ici maintenant. Oui, c'est ça. Je perds pas de contact, là. C'est ça qui permet aussi de métaboliser ce qui s'est passé. D'une certaine façon, ça décristallise les traumas dans ton corps physique, dans ton cerveau. Bien, ça fait comme faire de l'espace là-dedans. Puis pendant que l'espace se crée, il y a des bulles. Les bulles, c'est des émotions qui sortent. L'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de parler de tes traumas de l'enfance ou de l'ensemble de tes traumas. Parce que moi, ça m'agite, puis tu sais, comme ça réactive mes traumatismes. Le gros impact que j'ai avec la TRE, c'est que le mal-être puis le mal de vivre, qui n'arrête plus jamais. En ce moment, je dirais que je n'ai pas ça, ce mal-être-là.
quand même assez longtemps que ça m'est pas arrivé, ce genre de phénomène-là. Mais là, j'ai la course. Je me suis mis à faire de la course. Il faut que je bouge. Je joue au soccer l'été, je fais de la planche à neige beaucoup l'hiver. J'ai besoin de me dépenser, mais je vais dire violemment, mais pas une activité intense. J'ai commencé à faire de la méditation. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide à me refocusser comme dans le moment présent. Vous savez que votre cerveau est capable de générer des nouvelles cellules. Ça s'appelle la neurogenèse. Et à ce jour, ce qu'on sait, c'est que ce qui augmente le mieux la neurogenèse, autant chez l'animal que chez l'humain, c'est l'exercice physique. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne admirablement bien. Mais la meilleure chose à faire est toujours d'accepter le hamster. On peut pas se battre contre lui. Vous ne serez jamais capable d'arrêter le hamster. La journée où on va arrêter le hamster, on est tous morts. La survie de l'espèce est en danger. Parce que c'est quoi le hamster? Le hamster, c'est votre cerveau qui a détecté une menace non négociée. Et le cerveau, lui, sa job, c'est de vous sauver la vie. Fait que pensez-vous sincèrement que vous pouvez mettre toutes les menaces de votre vie en dessous d'un tapis en vous disant « c'est parfait, c'est là, j'y pense plus ». Ça va rester là tant aussi longtemps que votre cerveau est stimulé. Mais quand vous vous couchez le soir puis vous pensez à rien, pensez-vous sincèrement que votre cerveau, dont le travail premier est d'assurer la survie de l'espèce, va vous laisser garder une menace en dessous du tapis sans rien faire? Il va sortir la menace et le paf, vous allez vous mettre à ruminer et bye-bye dodo. Quand on a des problèmes de loyer à la fin du mois, des problèmes de patron qui nous mettent de la pression, c'est normal de sentir de l'anxiété. Ça veut pas dire que c'est une maladie. On peut pas dire à tout le monde, on va vous organiser pour que vous ne ressentiez pas d'anxiété. Là, c'est la ouate, là. Ça se peut pas. C'est de différencier que s'il y a de l'anxiété normale, qu'il faut apprendre à gérer, puis qu'il faut apprendre à gérer jeune, puis après ça, de distinguer quand ça devient un trouble anxieux. Souvent, les gens, quand ils vivent une émotion négative, ils savent pas quoi faire avec. Je trouve ça fascinant. Moi, quand je vois quelqu'un qui vit une émotion négative, c'est comme une patate chaude. On la veut pas. On la veut pas. On veut la donner à quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple. Une des caractéristiques qui mène à une réponse de stress, c'est la menace à la personnalité. Je vais menacer votre personnalité en remettant en question votre capacité de bien faire votre travail devant les collègues. Le petit feeling que vous avez, là, c'est ça une réponse de stress. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai mis en ressentiment. Vous êtes fâché, vous êtes en colère. C'est ça une émotion. Vous faites quoi avec ça là, pendant ce temps-là? Tout le temps que vous savez pas quoi faire avec cette émotion-là, là, vous produisez des hormones de stress. Et pendant 50 ans, on nous a dit, il faut que tu remplaces ça par une émotion positive. Hey, c'est pas fait, ça, là. C'est pas facile à faire. Et souvent, la meilleure chose à faire avec une émotion négative, c'est rien. Et pourquoi? Parce qu'une émotion négative, ça dure pas longtemps. Et donc, souvent, de ne rien faire, c'est plus payant. Mais rien faire veut dire on divorce pas, on vend pas l'auto, on fait rien. Et on la nomme. Et quand on la nomme, souvent, l'émotion tombe de moitié. On est capable de stopper ça, là, cette mécanique-là. Ce qu'on a fait dans mon laboratoire, là, on a regardé les effets de la mauvaise régulation émotionnelle sur la réponse de stress. Je vous donne une façon très facile. La première façon de réguler une émotion, c'est cognitif, un peu comme je vous ai dit, on la nomme, puis tout ça. Ça prend du temps, OK? Mais la deuxième façon, c'est de la supprimer. Je ne sens rien. Non, tout est beau, n'a pas de problème. Tout est correct. Va très bien. OK? Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de faire de la suppression émotionnelle, comme on appelle. Mais c'est une technique comme une autre, c'est une stratégie de régulation émotionnelle. Alors, on a pris des gens, on les a fait venir au laboratoire et là, on les a séparés en deux groupes, ceux qui suppriment, majoritairement, et ceux qui vont faire autre chose. On les a stressés et systématiquement, ceux qui font de la suppression sont beaucoup plus réactifs au stress parce que c'est pas parce que vous le mettez en dessous du tapis, le mammouth, mais non, il va ressortir, il s'en ira jamais. On a parlé de la médication, on a parlé de la psychothérapie, mais pour moi, ça n'a pas été... Ça a été le point de départ. Mais il y a toute la façon de vivre aussi pour éviter au max les inconforts. Comment on peut trouver un mode de vie, disons, qui m'avantage ou qui va pas faire... Qui vous rend plus forte. Complètement. Donc, là, on parle d'habitudes de sommeil, d'habitudes d'entraînement. Pour moi, pratique de yoga, méditation. Là, à 40 ans, c'est moins pire. À 25 ans, il fallait vraiment que je le fasse à la lettre. Là. On parle de tout ce qui peut exciter, le café, le vin. Tout était un peu cadré. Puis si j'en dérogeais pas, ça allait extrêmement bien. Mais dès que je déroge un peu, une soirée que je me couche plus tard, ou je dois compenser parce que je pourrais tout de suite repartir dans les malaises anxieux. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui représente des défis encore? Bon, dans le fond,
La voiture, le fait d'être seule, les événements publics, là, comme un festival ou spectacle, ou ci ou ça. En fait, c'est assez les classiques, si je peux dire, là. Pour moi, ça, je dois me mettre en contact avec ça d'une façon consciente et régulière. Si j'arrête pendant un instant, je perds mes acquis. Je pense pas que je pourrais rester en ville comme où je suis né à Hochelaga-Maisonneuve puis tout, parce que, tu sais, les sons, la rapidité des choses, tu sais, ça m'énerve, ça m'excite. Fait que, tu sais, ici, j'ai le setup pour comme calmer mon jeu mental. Faut toujours que je sois comme en action, parce que quand je m'arrête, c'est comme si les bulles de trauma, dans le calme, ils se manifestent. Mais je dois aussi apprendre à vivre dans le calme. Puis là, ben, c'est là que, tu sais, c'est introduit dans ma vie du yoga, de la méditation, puis plusieurs techniques plus au niveau de la spiritualité. Ma journée elle commence à 5h30. Je me lève, je fais le repas de ma fille. Ma petite fille va se lever à peu près à 6h30. J'emmène ma fille à l'école, je vais la chercher de l'école. Je fais les lunchs pour ma conjointe, les lunchs pour ma fille. Je fais le ménage aussi, tout le kit. Qu'est-ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que le dragon, lui, il a 7 têtes. Puis il va se manifester différemment. Ça peut être dans la compulsion du ménage. J'ai appris à ne pas trop faire de sport, à ne pas trop faire de ménage, à ne pas trop faire de sandwich, à ne pas trop faire de troubles obsessionnels compulsifs. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je me suis pas désaffilié socialement. Tu sais, parce que dans mon cas, j'aurais pu me retrouver en situation d'itinérance, là. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai décidé de rester affilié, même si ça me rend vraiment anxieux d'avoir des contacts, même avec mes voisins puis tout. De pouvoir évoluer dans une nouvelle famille stable. Puis eux m'ont permis de parvenir à qu'est-ce que j'avais rêvé quand j'étais jeune, d'avoir une maison avec une clôture de chevaux en arrière. Puis des chevaux qui sont là en plein hiver, ils galopent. Tu sais, quand même. Puis en plus, ils s'énervent quand on en parle. Ça veut dire que, avec toutes vos façons d'agir maintenant, tout ce que vous avez développé, ça pourrait plus aller aussi creux et aussi mal. Ça me désole tellement, Claire, là. J'aimerais tellement ça dire t'as raison, mais je peux même pas dire ça. Je peux même pas dire ça. La peur que ça retombe aussi bas est là souvent. Puis quand ça commence à aller mal, je me rappelle jusqu'où je suis déjà allée. J'ai l'impression d'être dans un train, puis à un moment donné, le train arrête, l'anxiété embarque, puis s'assied à côté de moi, puis on fait un bout ensemble. J'ai souvent voulu que cette chose-là n'existe pas, mais ça, de combattre ça de cette façon-là, ça règle absolument rien. Oui, j'ai eu des moments vraiment difficiles, assez lourds. Mais je sais pas, j'ai toujours été capable de revenir. Il y a quelque chose à faire, tu sais. T'es pas démuni, puis ça y est, t'es condamné à vie, puis ta vie, ça va être un enfer jusqu'à la fin de tes jours. C'est de prendre une espèce de pas de recul, puis de faire comme genre, wow, OK, bon, là, on va prendre les moyens pour que ça passe. Là. C'est ça. Fait que là, j'enclenche mon espèce de plan d'urgence, on peut dire. Je casse la petite fenêtre, je prends la trousse, puis je me mets en branle pour, comme, let's go, tu sais. On peut pas guérir de l'anxiété, mais on peut dompter ça. On peut apprendre à vivre avec. Dire guérir d'un trouble anxieux, là, c'est un petit peu comme dire guérir de la dépression. Les troubles anxieux, c'est des problèmes chroniques. Puis vous allez rencontrer des gens, ils vont avoir eu, mettons, un trouble panique, qui va avoir été stabilisé au bout d'un an, un an et demi. À un moment donné, même des fois, 3-4 ans, très bien, il se passe rien. Tout d'un coup, on ne sait pas sur quel piton qu'on a pesé, là, mais d'un coup, boum, c'est reparti.
C'est Jean-François-là qui était dans la cave à fixer le plafond pendant 96 heures. Souvent, fréquemment, puis à penser, cogiter du suicide, puis tout ça. Il existe en moi, il est là. Après 12 ans de psychothérapie, je commence à me ressentir plus habilité à interagir avec ma conjointe, à interagir avec ma fille. Les routes romaines étaient pavées, ce qui n'était pas vraiment du goût de Madame Beauté. Rome était une ville très animée à cette période-là, car les jeux annuels approchaient. Mais avant d'en avoir... Quand elle était petite, là, il pouvait la repousser. Là. Moi, ça me brisait vraiment mon cœur de mère. Puis là, je le vois, là, tu sais, physiquement, il se rapproche. Puis ça, c'est ça qui me remplit vraiment. Ouais, de bonheur, puis d'amour, puis de joie, de voir que sa relation père-fille va comme aller en s'améliorant. C'est pour ça que je suis toujours restée. Pas sauter, je pense. Cadeau, attends. Attends. 6. Oh, j'avais pas bougé. Papa, il est découragé. 6. Ah, moi, ce jeu-là... Moi, la joie de vivre, elle commence à s'installer maintenant. J'ai eu peu de joie de vivre. Il y a des façons de parvenir à un mieux-être, mais tu sais, tu dois avoir de la discipline, être déterminé. Puis les têtes de dragon qui sortent, tu sais, comme... ils sont fortes, des fois, ils sont envahissantes. Je ressens que 30 de ma capacité, tu sais, au niveau mental, tout ça, tu sais, c'est comme mort. C'est la partie d'un bras qui manque, ben moi, c'est 30 Maintenant que j'aspire à un certain mieux-être, puis que ça se manifeste aussi en ce moment, ma vie, c'est de faire le meilleur que je peux avec le 70 qui me reste. Il y a quelques années, c'était fatigant parce que je voyais l'anxiété comme l'ennemi à battre. Je voyais l'angoisse comme une bête en moi qu'il fallait juste que je fasse sortir. Maintenant, je vois plus ça comme ça. Maintenant, je vois ça d'une façon très tendre. C'est quelque chose qui doit être pris soin. La peur, c'est pas à couper dans le derrière qu'on la règle, c'est en la berçant puis en prenant soin. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus accueillant par rapport à ce qui m'habite. C'est une question d'attitude. Hein? L'anxiété, c'est facile de rester en bataille toute sa vie, mais je pense qu'à long terme, on devient gris, on devient éteint, on devient colérique, on devient, tu sais, comme si le ciel nous tombe sur la tête. Moi, mon approche, ben, ça demande une rigueur, une discipline, on n'a pas le choix. Mais ça fait une vie exigeante, ça, tout le temps. Mais pour moi, ça a été incroyable. De me dire, wow, maintenant, je peux faire ça, je peux aller à Saint-Benoît tout seul, mon amoureux peut partir, je peux dormir tout seul à la maison. C'est pas juste un succès, c'est une joie de pouvoir m'offrir une vie avec cette liberté-là. De plus me sentir dépendante de tout le monde. C'est un cadeau, l'autonomie. Puis c'est ce qu'on nous enlève avec le trouble anxieux. On nous enlève l'autonomie, l'indépendance. Quand on est anxieux, il faut expérimenter la vie par soi-même et ça, c'est la dernière chose qu'on a le goût de faire. Et pour moi, la clé, c'est qu'il faut faire notre vie par nous-mêmes.